Salut, vous allez bien? Ça va et toi? Salut! Ça va, super. Bon bah merci en tout cas de vous être rendu dispo pour cette réunion. Alors c'est juste pour regarder les vidéos que vous avez réalisées, mais aussi pour préparer les transitions. Alors est-ce que ça vous va comme programme? Alors pour commencer, je pense qu'on peut planter le décor. Donc on se lance et on fait comme si on était en direct, et comme ça on sera prêt pour le jour J. Ça vous va? 3, 2, 1, top départ. Ok, bah si tu veux, je me lance. J'avais écrit un petit texte, donc je prends mes notes. Donc je pensais le faire comme ça. Bonjour à toutes et tous. Pour l'édition 2020 de la Fête de la Science, l'équipe Rotonde a eu envie de pousser les portes de quelques labos de l'école des mines de Saint-Étienne pour rencontrer des chercheurs et comprendre la nature et les objectifs de leurs travaux. Avant de vous inviter à nous suivre, précisons que l'école compte 5 centres de recherche. 4 d'entre eux sont à Saint-Étienne dans la Loire et un à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. Au sein de chacun d'entre eux, des études et des expérimentations font avancer la connaissance dans de multiples secteurs. Ça vous va? Ouais, top comme ça. Ouais. On pourrait peut-être faire un truc ensuite en disant, c'est donc dans certains de ces labos et de chacun de ces centres que, munis de leur téléphone, les rotondiens et les rotondiennes ont capté des paroles, des machines, des sourires, des questionnements qu'ils vous livrent aujourd'hui pour qu'à votre tour, vous puissiez en savoir un peu plus sur certains des axes de recherche de Mines Saint-Étienne. Ok, super. Donc maintenant, on lance la première vidéo en disant le premier centre à nous ouvrir les portes, c'est le centre SPIN, où Alex et Cindy sont partis à la rencontre d'Anna Camerao. Voilà, donc on se retrouve juste devant le centre SPIN, donc c'est un centre de recherche de l'école des mines qui est spécialisé dans le génie des procédés, où on va retrouver Anna Camerao, une enseignante-chercheur du centre SPIN, et ça c'est en exclusivité pour la Fête de la Science. Merci Anna de nous ouvrir les portes du centre SPIN. Alors, avant de voir un petit peu ce qui se passe dans vos laboratoires, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, donc Anna Camerao, je suis enseignant-chercheur au centre SPIN, professeur en cristallisation industrielle. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est justement une application, un exemple d'une expérience en cristallisation. Et la particularité que nous avons dans notre laboratoire, donc la cristallisation est étudiée dans plusieurs laboratoires en France et dans le monde, c'est que nous, on travaille sur la cristallisation en écoulement. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord la cristallisation? La cristallisation, c'est le temps qui prend, on va dire, un objet, un petit cristal, à apparaître au milieu d'un milieu liquide, d'une solution mère, notamment on l'appelle comme ça, ou d'une dispersion. Donc, dans le cas que je vais vous montrer, c'est une dispersion huile-eau. Et c'est le temps qu'il prend pour apparaître et puis pour grossir. Donc, du coup, c'est une cinétique de cristallisation. Donc, on étudie ces cinétiques-là. La particularité en écoulement, c'est que souvent, c'est des réacteurs fermés. Donc, du coup, c'est comme on va dire une cocotte fermée et en touille. Et donc, du coup, là, on va apparaître les cristaux. Là, c'est différent. C'est un tuyau avec une pompe et pendant que les liquides s'écoulent, on va apparaître les cristaux, grossir et puis éventuellement agglomérer et boucher ce tuyau-là. Et donc, du coup, c'est une application dans ce cas, dans l'écoulement pétrolier, mais il y en a d'autres applications qui sont possibles. Celle-ci que je vais vous montrer, c'est dans l'écoulement pétrolier. D'accord, donc c'est une expérience qui est juste derrière nous, et je vous propose d'y aller tout de suite. On se retrouve avec Anna, devant une expérience un peu particulière, une expérience. Donc on peut voir ici une grande colonne d'une dizaine de mètres de hauteur, si je ne me trompe pas. Alors, question toute simple, à quoi sert-elle cette expérience? Donc cette expérience, elle sert à reproduire des écoulements pétroliers. Donc on travaille depuis une vingtaine d'années sur les écoulements pétroliers en collaboration avec un certain nombre de partenaires industriels. Et l'objectif, c'est de tester des additifs pour prévenir le bouchage des conduites pétrolières et des conduites pétrolières offshore, donc celles qui sont dans la mer. Donc du coup, on a construit ce dispositif pour pouvoir reproduire ce qui se passe dans une plateforme offshore. Donc du coup, c'est une reproduction de plateforme offshore avec cette partie où il y a la tuyauterie qui est au fond de la mer, le riser, en fait, ça s'appelle comme ça, le tuyau qui va jusqu'à la plateforme, et en haut, la plateforme, où il y a un séparateur de gaz liquide. Voilà. Donc c'est une expérience qui a été fortement instrumentée au fur et à mesure des années.
avec un ensemble de capteurs qui permettent de visualiser ce qui se passe à l'intérieur de la conduite, qui permettent de faire des mesures de perte de charge, de débit, de tout un ensemble de paramètres qui sont importants pour la modélisation. Et donc, aujourd'hui, cet outil est un outil unique au monde, puisqu'il est hautement instrumenté par rapport à d'autres outils qui existent dans d'autres laboratoires. Et donc, concrètement, quelles sont les applications de cette expérience, de cette machine? Donc, les applications, c'est étudier la cristallisation des hydrates de gaz, en fait, dans un pétrole mélangé avec de l'eau et sous pression. Donc là-dedans, on est à 80 bars. Et à basse température. Et donc, du coup, on va former des solides et puis on va mettre des additifs pour empêcher ces solides-là de se cumuler dans la conduite et donc de bloquer l'écoulement. Et donc, du coup, c'est des additifs qui sont aujourd'hui, au début de l'exploitation pétrolière, on utilisait beaucoup d'additifs. Donc 40% en volume, entre 40 et 60% en volume de liquide à l'intérieur de la conduite était de l'additif. Et aujourd'hui, on veut travailler avec des additifs dans l'ordre maximum de 5%. Donc du coup, et avec des additifs qui sont plus amis de l'environnement. Donc, voilà. Du coup, l'application, c'est juste pour, juste entre guillemets, pour les exploitations pétrolières, pour que ce soit plus respectueux de la nature et pour qu'il y ait un meilleur écoulement. Qu'il y ait un meilleur écoulement, qu'il n'y ait pas d'accident, et puis qui est de toute façon une façon plus économique aussi de fonctionner, avec la prévention éventuellement des ruptures qui déverseraient du pétrole dans la mer. D'accord. Alors cette grande colonne qui fait une dizaine de mètres de hauteur, oui. C'est bien ça? C'est ça. Donc le tuyau, il a à peu près 60 km, 50 et 60, pardon, pas kilomètres, mètres. Oui, d'accord, donc 60 à 70 mètres de tuyaux, et cette grande colonne oui. Sert à quoi finalement? Elle sert à reproduire la colonne qui va de fond de la mer jusqu'à la plateforme, comme je disais tout à l'heure. C'est l'élément où il y a le plus de bouchage. Donc du coup, en fait, il faut l'avoir parce que c'est justement autour de cet élément qu'on va avoir le plus de cumulation d'hydrates. Et donc, on peut avoir le plus de formation de bouchons à l'intérieur de la colonne. D'accord, parce que je vois qu'il y a une petite nacelle en hauteur. Oui. Et donc, vous expliquiez en off que cette nacelle était utilisée par les scientifiques, par les doctorants, voilà. Notamment de l'école des mines, pour l'expérience. Oui. Alors, il y a quelques années, on n'avait pas le réacteur ici, on avait le réacteur là-haut. Donc, il fallait monter sur la petite plateforme là, pour remplir le réacteur et puis après remplir la conduite. Aujourd'hui, on a une pompe multiphasique. Donc, c'est le gros objet bleu qui est par terre. Qui permet justement de remplir la conduite on va dire en pressurisant le liquide, donc en le faisant monter partout dans le tuyau en fait. Aujourd'hui, on ne l'a plus utilisé en fait. C'est juste en cas de maintenance. D'accord. Il ne fallait pas avoir de vertige. Et il ne fallait pas avoir de vertige. À cette époque-là. C'est sûr, parce qu'il fallait aller tous les temps sur la petite plateforme. D'accord. Et donc cette expérience, elle existe depuis combien de temps? Elle a commencé à être construite en 2000 et elle a été finalisée en 2003. Donc ça fait 17 ans qu'elle existe et qu'elle tourne régulièrement avec des contrats en direct avec les industriels. D'accord. Et donc du coup, elle est unique au monde. Celle-là, on peut la trouver qu'à l'école des mines. Oui. C'est une production entièrement stéphanoise. Faite maison, exactement. Faite maison. Voilà. Et améliorée du coup au fil des années. Alors, petite question pour se rendre compte, combien de scientifiques travaillent sur telle expérience, sur ce projet? Aujourd'hui? Oui. Au total. Ou sinon au total, peu importe. Donc au total, cette boucle, elle a déjà servi à former, on va dire, 6 ou 7 doctorants. D'accord. Donc sur une quinzaine d'années. Sur une quinzaine d'années, en fait, voilà, il y en a eu 6 ou 7 qui ont été formés, même plus sur une vingtaine d'années, puisqu'en fait, la première thèse, elle a commencé en 2000.
Donc la construction de la boucle était pendant le doctorat. Donc du coup, voilà. Et aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir un partenariat très fort, donc d'avoir une chaire internationale à l'école des mines, donc entre l'école des mines Saint-Étienne, l'école des mines du Colorado et l'université technologique fédérale du Paraná. Et donc du coup, on a beaucoup de doctorants qui viennent en co-tutelle, qui viennent travailler pendant un an et demi sur la thèse, sur le pilote. Et donc du coup, ce partenariat est un partenariat qui nous permet d'aller un peu plus vite, parce que le but c'est la modélisation. Et donc, du coup, le fait d'avoir 3 laboratoires avec tout un ensemble de chercheurs qui travaillent autour de l'écoulement pétrolier, autour de cette boucle et avec d'autres dispositifs expérimentaux un peu plus réduits. Donc, la boucle, celle-ci, c'est le plus grand. Et ça nous permet d'être beaucoup plus nombreux à travailler sur ce sujet. Et du coup, à coupler nos connaissances pour aller plus vite, on va dire. Alors, ici, vous nous parlez de bouchons. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ces tuyaux? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit des particules d'hydrate qui se forment, mais on ne les voit pas comme ça. À la vue, c'est impossible. Donc, il faut avoir des éléments qui permettent de le faire et du coup, qui aussi permettent de l'enregistrer. Donc, du coup, il y a une caméra microscope qui est introduite à l'intérieur de la tuyauterie. Et puis, on a une fenêtre et on a une caméra rapide qui permet de faire l'acquisition de ce qui passe devant la fenêtre. Puisque là, on est dans une boucle de circulation. Donc, le liquide, il va circuler tout le temps avec l'aide de la pompe. Et donc, ça, c'est un outil un petit peu, on va dire, avancé, puisqu'après, il faut appliquer des techniques de traitement d'image pour pouvoir en tirer des conclusions pour la recherche. Et ça, c'est un des avantages de cet outil. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Donc, ici, on était au Centre Spin pour la Fête de la Science. Et on va se retrouver dans un autre centre très bientôt. Merci à vous. Merci. C'est top ce dispositif de recherche et c'est super qu'Anna Camerao ait pu le présenter à Cindy et Alex qui aient pu la rencontrer et qu'ils aient pu rappeler subtilement d'ailleurs que cette émission c'était pour le programme de la Fête de la Science. Exactement. Merci à Aurel. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochains centres. On va où ensuite? Moi, je propose qu'on puisse rester au 158 Cours Foriel. Alors, c'est là où on avait le centre Spin qu'on vient de voir. Mais on a aussi le centre SMS, où il parle de matériaux et de structures qui révèlent leurs secrets grâce au microscope électronique à balayage. Et il me semble que c'est Aurel et Marie qui sont allés les filmer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec nous. Nous sommes actuellement à l'école des mines de Saint-Étienne dans un laboratoire et en compagnie de Jenny Faucheux et Guillaume Kerlouche qui sont enseignants-chercheurs. Alors Jenny, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi consiste ton métier d'enseignant-chercheur? Alors enseignant-chercheur, on est enseignant ici pour des étudiants ingénieurs et puis on peut en parallèle on fait de la recherche. Donc l'idée c'est de faire ces deux choses en parallèle, c'est de pouvoir à la fois être à l'écoute des besoins de l'industrie dans notre recherche et proposer aux étudiants des enseignements qui permettent de présenter les avancées les plus récentes en recherche et en innovation. Donc ici on est au centre Sciences des matériaux et des structures, on étudie les matériaux. Alors pourquoi faire? Les matériaux sont utilisés dans des objets divers et très variés, petits, très petits, comme les puces électroniques, les objets de la vie courante, et puis très très grands aussi, les bâtiments, les ponts, les satellites, les avions, etc. Et ces matériaux, ces objets sont utilisés dans des conditions environnementales qui vont être elles aussi différentes, très très chaud, très très froid, sous la pluie, dans l'eau salée, dans de l'huile, sous le soleil, et toutes ces conditions vont mettre à mal le matériau. Et du coup, il est important de pouvoir comprendre en fait les leviers nécessaires pour optimiser les performances des propriétés. Alors les propriétés, ça peut être des propriétés mécaniques, assez classiquement, ou des propriétés de durée de vie, des propriétés optiques, électriques, de la recyclabilité.
Donc toutes ces propriétés, c'est important de pouvoir les optimiser pour rendre les objets plus performants dans notre vie courante. Donc ici, au centre des matériaux, on cherche à étudier nos comportements, comprendre les comportements des matériaux, pour ensuite identifier comment les améliorer. Et toutes ces recherches, elles vont servir à la société et aux industries pour développer des objets toujours plus performants. Alors effectivement, c'est un domaine de recherche qui est très très vaste, les matériaux. Est-ce que tu peux nous donner un exemple précis de projet de recherche? Alors actuellement, on a un projet qui étudie, qui est focalisé sur les matériaux dits thermoactifs, donc qui changent de propriété optique en fonction de la température. C'est-à-dire qu'à haute température, ils sont réfléchissants, ils réfléchissent la lumière qui arrive sur eux, et à basse température, ils sont transparents. Ils laissent passer les rayons. Et en fait, ce qu'on envisage, c'est que ces matériaux pourraient être utilisés dans le bâtiment, dans l'architecture, pour optimiser, pour améliorer le confort thermique des bâtiments. C'est-à-dire qu'en hiver, quand le matériau est froid, il va laisser passer les rayons du soleil pour réchauffer l'intérieur du bâtiment. Et en été, ça va être l'inverse. Il va être chaud, donc du coup, il va réfléchir les rayons du soleil pour garder au frais l'intérieur du bâtiment. D'accord, effectivement, c'est très concret. Et Guillaume, quel projet de recherche peux-tu nous expliquer Alors, ici, nous cherchons à comprendre le comportement des matériaux à l'échelle du micromètre, ou de quelques microns, si vous voulez. C'est un comportement qui est souvent assez surprenant, puisque certains matériaux vont exhiber des déformations très très différentes de ce qu'on pourrait voir à une échelle bien supérieure. Alors par exemple, vous avez ici un matériau assez classique, que vous connaissez tous, qui est du verre. Ce matériau-là est un matériau qui est cassant, donc si je le laisse tomber par terre, vous pourriez voir des éclats de partout. Là, on va essayer de travailler sur ce matériau-là, c'est une expérience particulière qu'on est en train de réaliser en ce moment, donc à l'échelle de 3 microns, et on va venir appuyer dessus avec un appareil qu'on appelle un dispositif de micromécanique qui fait quelques centimètres et qui est installé dans un microscope pour qu'on puisse voir ces matériaux à l'échelle de quelques micromètres. Micromètre, c'est à peu près 100 fois plus petit qu'un cheveu. Donc là, vous pouvez voir ici, sur cet écran, une expérience qui a été réalisée récemment, où vous pouvez voir une pointe qui vient écraser un matériau, donc un petit pilier, et ce pilier-là, eh bien, c'est du verre, c'est le verre classique que vous connaissez bien. On s'attendrait à ce que ce verre explose en morceaux alors qu'il se déforme comme de la pâte à modeler. Alors pour faire ce type d'expérience, eh bien, on a besoin d'appareils relativement conséquents, de haute technicité, assez coûteux d'ailleurs, qui nous permettent de voir les matériaux à la bonne échelle et d'appuyer dessus à la bonne échelle. Et donc tout ça, c'est le métier de Sergio Joao, qui est ingénieur de recherche dans notre laboratoire. Donc effectivement, une grande partie de mon travail, c'est d'utiliser cet appareil. Il s'agit d'un microscope électronique à balayage. Alors qu'est-ce que c'est un microscope électronique? C'est un microscope comme ceux que la plupart des gens ont l'habitude de voir, qui utilisent la lumière visible, que l'on va utiliser en regardant avec nos yeux pour voir des choses extrêmement petites. Et bien là, au lieu d'utiliser la lumière visible, on va utiliser un faisceau d'électrons. Ce faisceau d'électrons, il est généré par cette colonne-là et il va balayer justement et donc impacter la surface de ce que l'on va vouloir observer. Et donc, en balayant cette surface, il y a des signaux qui vont être générés, qui sont détectés par toutes ces petites choses qui sont autour du microscope pour pouvoir ensuite générer des images ici sur l'écran. Et donc justement, ici, vous avez la possibilité de voir en live, en direct, ce qu'il y a à l'intérieur de la chambre. Donc, la pointe que vous avez vue écraser tout à l'heure, le pilier de verre, est ici. Si je dézoome mon image ici, vous la voyez, en fait, elle est extrêmement pointue, sauf à son extrémité. Et donc, ici, vous avez la surface de l'échantillon sur laquelle ont été fabriqués, préparés des micro-piliers. Donc si je zoome maintenant progressivement sur la surface, vous voyez apparaître plusieurs micro-piliers ressemblant à celui que vous avez vu tout à l'heure, que l'on va pouvoir comprimer pour poursuivre nos expériences. Voilà. Et donc si je vous montre
plus précisément l'intérieur même de la chambre du microscope. Vous pouvez voir, c'est un dispositif assez complexe où l'on a ici dans cette partie la pointe, donc cette fameuse pointe qui va écraser le pilier, et ici le dispositif qui accueille l'échantillon, sur lequel est collé l'échantillon, et qu'on va pouvoir donc utiliser pour nos caractérisations. Voilà, donc c'est un des exemples de l'utilisation de ces techniques de haute performance pour la caractérisation des matériaux, mais on a beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres types de caractérisation pour être au support des projets en sciences des matériaux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Jenny, Guillaume et Sergio pour ce petit aperçu de la recherche en sciences des matériaux. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur l'ingénierie des matériaux, mais aussi le monde de la recherche en général. Bon, jusque-là, c'est une tip-top nos transitions, je trouve. On n'a qu'à continuer comme ça. Ok, moi ça me va, on peut peut-être un petit peu changer et pour varier un petit peu les plaisirs, là s'adresser directement aux personnes qui regardent l'émission en mode alors toujours partant pour nous suivre dans cette exploration de l'école des mines. Ouais, super. Allez, cette fois-ci nous vous invitons à descendre avec nous le cours Foriel pour nous rendre aux anciens bâtiments de Mané-France qui abritent l'Institut Fayol, un centre qui rassemble tous les enjeux et les défis technologiques, environnementaux et humains que doit relever l'entreprise, celle d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain. Frédéric Grimaud, bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on est ici? Alors ici, vous vous trouvez dans iTeam Factory, qui est une plateforme dédiée à la transition numérique des entreprises, plutôt des petites entreprises, PME, TPE de la Loire ou de la région Rhône-Alpes. Cette plateforme a été créée par l'École des mines de Saint-Étienne en partenariat avec l'IMM Loire et est un des objets en fait, de transfert industriel de l'Institut Henri Fayol qui travaille plus généralement sur l'information. Je suis le responsable de cette plateforme au sein de l'Institut Fayol et je suis enseignant-chercheur plutôt sur des problématiques de simulation de jumeaux numériques. Les machines sont à l'arrêt? Oui, aujourd'hui nous n'avons pas d'étudiants, nous n'avons pas d'industriels, donc on est sur une journée on va dire de maintenance de l'ensemble des outils. D'habitude il y a beaucoup plus de monde à l'intérieur, c'est à destination d'un double public, à la fois de nos étudiants et puis des industriels qui cherchent à obtenir des réponses les plus objectives possibles sur la transition numérique. Donc on essaye ici d'adapter l'offre, d'expliquer, de manière à pouvoir choisir les sujets qui sont vraiment les plus importants pour l'entreprise, et chaque entreprise a évidemment des sujets différents. Donc on va pouvoir axer plutôt sur l'organisation, plutôt sur mettons la réalité augmentée si une entreprise nécessite une réorganisation de ce type-là, d'aller sur les aspects environnementaux, d'aller sur les aspects managériaux. Donc on va les aider en fait à faire ce choix stratégique de leur projet de réorganisation et ensuite leur faire tester les outils et les accompagner dans la mise en œuvre, soit avec nos étudiants, soit avec des prestataires extérieurs. Et on se place, on va dire, en chef de projet, on les aide à monter ce projet stratégique de transformation numérique. Alors vous avez cité plusieurs axes des différents départements de l'Institut Fayol. Tout à fait. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle est supportée par des équipes d'enseignants-chercheurs, en priorité celle de l'Institut Fayol, mais également les autres équipes de l'École des mines et, si besoin est, de l'IMT. On a ce réseau également de plateformes qui est extrêmement important. Alors on va là s'intéresser au pôle plus environnement. Qu'est-ce que vous avez comme machine devant les yeux? Alors ici on a une machine d'impression 3D polyvalente en fait qui peut faire de l'impression 3D, du gravage laser et puis du fraisage. Et l'intérêt de ces outils, c'est à la fois de pouvoir être utilisé par les étudiants parce que c'est important qu'ils puissent manipuler, par les industriels aussi, et ça nous sert de support pour faire justement des petites preuves de concept. Par exemple, le digital coûte très cher en termes de données et en termes de consommation énergétique. Donc il est important quand on transforme une entreprise, non seulement de regarder l'aspect technologique, mais aussi de voir l'impact environnemental généré par le stockage des données, par le type de matériel utilisé.
Par exemple, si on prend cet exemple, on s'aperçoit qu'une imprimante de ce type-là, lorsqu'elle est laissée en veille dans un atelier, eh bien, elle consomme presque un tiers de sa consommation en phase d'impression. C'est un petit peu comme chez tout le monde, on demande d'éteindre la télévision le soir et pas de la laisser en veille. Si on fait ça avec l'ensemble des outils au sein d'une industrie, on peut déjà maîtriser correctement sa consommation énergétique. Autre axe, agilité des organisations. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? On se trouve ici dans la zone dans laquelle on se retrouve avec des outils de logistique, de production avec du gravage laser, de l'impression 3D, des petits centres d'usinage numérique. Et en fait, la difficulté aujourd'hui pour les entreprises, c'est de faire face à ce nouveau marché émergent qu'on appelle la mass customization, c'est-à-dire produire des produits personnalisés pour un coût quasi équivalent à un produit standard. Certains cuisinistes sont capables aujourd'hui de vous faire des meubles sur mesure à un prix très proche du meuble standard. Ça, en maîtrisant à la fois la chaîne numérique et le workflow d'information depuis la prise de commande jusqu'à la livraison en passant par la production des différents éléments. Donc on a de quoi travailler ici dans cet environnement et mettre en place également des preuves de concept pour montrer où se trouvent les difficultés. Elles ne sont pas que technologiques, elles sont aussi organisationnelles, de gestion de son système d'information, et puis également une réflexion en amont sur les nouveaux produits. On ne va pas concevoir un produit de la même manière si on le veut personnalisable ou si on le veut standardisable. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est les vélos. On ne va pas construire un vélo de la même manière si on souhaite qu'il puisse être fourni à tout le monde sous forme de Vélib ou si c'est un vélo qu'on va avoir à titre personnel. La robustesse des différents éléments n'est pas la même, et ainsi de suite. On va continuer la visite. Oui. Nous avons une ligne de conditionnement qui ressemble à toutes les lignes de fabrication classiques qu'on va retrouver dans des PME manufacturières, de production manufacturière. Et l'intérêt ici, c'est de pouvoir générer de la donnée et de pouvoir imaginer les nouveaux traitements grâce à la science des données, à l'intelligence artificielle, aux nouveaux outils de simulation qui vont permettre aux entreprises d'être au plus proche du fonctionnement de leur système de production. Donc effectivement, on va équiper ces différentes machines de capteurs pour remonter la bonne information, soit très difficile, pour renvoyer la meilleure aide à la décision pour l'opérateur ou pour le chef d'atelier qui devra, en fonction de ces informations-là, prendre la bonne décision. Effectivement, un exemple que l'on retrouve beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, c'est la maintenance prédictive, qui consiste à aller au-delà de la maintenance curative et préventive, et qui nous permet, grâce au croisement des informations renvoyées par différents capteurs, de pouvoir prendre la bonne décision au bon moment pour la machine. Je suis enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales à l'Institut Fayol et je fais partie d'une équipe qui s'appelle Management responsable et innovation. On vous a présenté les différents éléments qui sont portés par des enseignants-chercheurs et un des éléments qui va quand même composer l'entreprise, l'industrie et notamment les ateliers qui va faire marcher ces entreprises, ce sont bien sûr les hommes et les femmes qui constituent les équipes. Alors que ce soit les opérateurs, que ce soit les chefs de ligne, que ce soit les responsables de production, donc toutes ces personnes-là sont sensibilisées à ces thématiques de l'industrie du futur. Et pourtant, on a un peu tendance, nous, enseignants en management, enseignants-chercheurs en management, à regretter que parfois on construise finalement ces robots au service de la fabrication, au service effectivement de la production, en oubliant trop souvent que finalement ce qu'on impose, c'est qu'on conçoit ces robots tout en demandant après aux personnes qui travaillent avec ces robots de s'adapter aux robots. Et nous, la tendance qu'on essaye d'imposer un peu maintenant, c'est de dire, dans un projet de conception, partons à l'envers et partons plutôt des besoins des personnes qui sont en production, quels sont les éléments qui pourraient être apportés par des robots et qui pourraient finalement être une aide et non pas, eux, deviennent assistants des robots. Globalement, quand un chef d'entreprise a pour objectif d'améliorer l'organisation de son entreprise, pour qu'elle continue à exister, qu'elle continue à prospérer. Son objectif, dans ce cas-là, ne sera pas
de mettre des robots et de supprimer des emplois. Si effectivement on est dans la logique, dans la performance économique à court terme, ben dans ces cas-là, effectivement, on est dans deux logiques de gestion d'entreprises différentes qui existent malheureusement et qui coexistent dans le monde industriel. Alors on voit que ça c'est un des défis que vous venez de soulever, Nadine Dubruck, Frédéric Grimaud, ce sera la dernière question. Pour vous, les défis majeurs pour l'entreprise, pour permettre à l'entreprise de s'inscrire vraiment dans cette idée de l'entreprise du futur, l'usine de demain, ce serait quoi? Ce serait, je pense, d'oublier dans un premier temps la technologie et de se poser les vraies questions. De quoi j'ai besoin pour répondre véritablement à mon client? D'écouter mon client, de structurer, donc de travailler sur la partie, on va dire, immergée de l'iceberg de la transformation numérique. Et une fois que ces choix-là sont faits, que la stratégie est mise en place, de faire les bons choix au bon moment pour aller chercher la technologie, le logiciel, l'accompagnement dont on a besoin pour construire ce projet. Et de ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire de prendre de la techno pour la techno. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui partent dans une espèce de mode. On essaye de pallier ces choix-là en remettant, comme le disait Nadine, au centre l'homme, puisque c'est lui qui restera le plus agile dans un système industriel, et en lui permettant de s'appuyer sur les nouvelles technologies pour être encore plus performant, et pas l'inverse. Merci à vous deux. Merci. Ah, mais c'est carrément un de ces circuits de production en fait. C'est trop bien pour se former et pour voir les enjeux industriels et aussi des petites entreprises. Oui, exactement. Et du coup, pour continuer, peut-être qu'on peut rappeler rapidement que l'école des mines, donc c'est implanté sur 2 zones géographiques. Il y a Saint-Étienne, bien sûr, mais aussi Gardanne avec le centre de microélectronique. Et du coup, on peut envoyer sur la vidéo qui suit, comme ça on parcourt en quelques secondes les kilomètres qui séparent ces 2 villes pour retrouver Guillaume sous le ciel de Provence, si ça vous va. Bonjour, Guillaume Rioux de la Rotonde, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'école des mines de Saint-Étienne. Alors aujourd'hui nous sommes à Gardanne, donc entre Aix et Marseille, à Gardanne où l'école des mines de Saint-Étienne a un campus qui s'appelle le campus Georges Charpak Provence. Alors l'école des mines de Saint-Étienne, elle est à Gardanne depuis 2002 suite à une décision gouvernementale, gouvernement Jospin, de créer une grande école d'ingénieurs en microélectronique et en informatique dans ce qui était l'ancien bassin minier de Provence. Et puis désormais, alors en 2008, le campus Georges Charpak est arrivé là où nous nous trouvons aujourd'hui, à Château-Lorrain. Et c'est au campus Georges Charpak Provence qu'on trouve le CMP, donc le Centre Microélectronique de Provence, qui est l'un des 5 centres de recherche et de formation de l'école des mines de Saint-Étienne. Et donc le CMP à Gardanne, c'est 100 personnes, une petite quarantaine de personnels permanents, donc enseignants-chercheurs, personnel administratif, personnel technique, et une grosse soixantaine de doctorants et post-doctorants. Le CMP, c'est enfin 4 départements de recherche. Il y a le SFL, sur tout ce qui est sciences, fabrication et logistique, le SAS, sur tout ce qui est système et architecture sécurisée, le BEL, sur tout ce qui est bioélectronique, et le FEL, sur tout ce qui est électronique flexible. Donc on va maintenant aller voir dans l'un de ces départements ce qu'ils fabriquent exactement. Donc merci beaucoup de nous recevoir. On est dans le bureau de Thierry Zenidjian, qui est le responsable, le directeur du département d'électronique flexible. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc je m'appelle Thierry Zenidjian, je suis professeur à l'école des mines de Saint-Étienne, au centre de microélectronique de Provence, et j'anime les activités de recherche du département d'électronique flexible. Alors au niveau de mon parcours, pour résumer, je l'ai essentiellement effectué à l'étranger où j'ai acquis des compétences en sciences des matériaux et en microélectronique pour des applications dans le domaine du stockage électrochimique de l'énergie. Jusqu'à devenir donc directeur de ce département. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots donc, sur l'activité de ce département? Oui, alors ce département regroupe aujourd'hui environ 25 personnes en comptant permanents et non permanents qui sont des thésards et postdocs. Donc on s'intéresse de manière générale à tout ce qui est développement, réalisation de dispositifs souples et ou étirables pour des applications qui relèvent de l'Internet des objets
et des applications aussi biomédicales. Les compétences que regroupe l'ensemble des permanents relèvent de la science des matériaux et plus particulièrement des nanotechnologies, car de nouvelles applications et de nouvelles propriétés. Aussi la réalisation de dispositifs, donc des capteurs, des antennes, tout ce qui est aussi transistors organiques, et leur intégration donc dans le but de réaliser des dispositifs qui soient hétérogènes, complexes et également autonomes en énergie. D'accord. Donc pour ça, on utilise tout un arsenal de techniques comme les techniques de lithographie, des techniques de sérigraphie, d'impression 3D, pour réaliser justement des microstructures. Et c'est des équipements que vous avez ici sur le campus? Oui, dans la salle blanche. D'accord. On ira faire un tour ensuite. Donc sur les micro-batteries? Oui. Alors les micro-batteries, donc c'est une activité qui est très récente au niveau international. Pourquoi? On peut l'expliquer parce que le domaine des batteries et le domaine de la microélectronique sont deux domaines qui sont complètement séparés, qui ont évolué de manière complètement indépendante. Et il y a eu aussi un effet de déplacement des intérêts. En effet, les batteries ont été essentiellement développées pour les véhicules électriques. Et du coup, donc, le barycentre ne s'est pas déplacé sur la microélectronique. Or, il se trouve qu'avec justement le développement et l'intérêt, l'engouement qu'on a pour l'Internet des objets, l'électronique textile, les patchs médicaux, etc., il y a un réel besoin de développer des batteries qui soient miniatures et qu'on puisse aussi également intégrer pour rendre autonomes les dispositifs. D'accord. Miniature à quel point? Je ne sais pas si tu as oui, ben là j'ai un exemple, voilà, typiquement de batterie qui va être souple, qu'on va pouvoir tordre, qu'on va pouvoir étirer, intégrer dans des vêtements, voilà, ou intégrer dans des dispositifs médicaux. Oui, je reviens sur le fait du côté récent. Déjà, les micro-batteries tout solides, leur développement est à une dizaine d'années à peu près. Et en revanche, les batteries qu'on développe ici, c'est vraiment tout nouveau. Il y a très peu de groupes dans le monde qui travaillent sur ces batteries souples et étirables. Donc, on est un peu pionnier dans ce domaine. Un exemple d'application qui est récente et assez spectaculaire, c'est l'intégration de cette batterie flexible dans une lentille de contact sclérale. Donc c'est un travail qu'on a mené en collaboration avec l'IMT Atlantique. Et donc, pour la première fois, une micro-batterie souple a pu être intégrée dans cette lentille et portée. Et du coup, ça ouvre des perspectives assez intéressantes dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'armée, par exemple, on peut envisager que les pilotes soient équipés de cette lentille qui soit autonome en lien avec les casques de réalité augmentée. On peut aussi envisager d'autres applications comme dans le médical avec la mesure de la dilatation de la pupille qui va permettre du coup de suivre l'endormissement d'un patient anesthésié. Pour doser l'anesthésie et du coup éventuellement réajuster l'administration de l'anesthésiant. Et ou tout simplement, si on va plus loin dans la fiction, restituer la vision aussi à des malvoyants. Super, passionnant. Bon bah écoutez, on va aller voir ça en direct dans la salle blanche qui se situe au rez-de-chaussée. Et on te remercie beaucoup pour toutes ces infos. Hein. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Maintenant on est masqué avec Charlotte, etc. C'est de pire en pire. On va aller dans la salle blanche. Donc toi, Alban, tu es doctorant et au sein du département FEL. Donc présente-toi peut-être en quelques secondes. Alors bonjour, moi je m'appelle Alban Martingot, je suis doctorant au sein du département FEL comme l'a dit Guillaume et je suis sous la direction de Thierry Génésian et donc je fais ma thèse donc, dans les micro-batteries flexibles. Super, et alors est-ce que tu peux nous dire
Bon, déjà ton activité au quotidien dans la salle blanche, et grosso modo, c'est quoi les grandes étapes de fabrication d'une microbatterie? Alors moi je vais dans la salle blanche très souvent, alors justement pour fabriquer une microbatterie. Alors les grandes étapes, la première ça va être de peser les poudres, le matériau qu'on utilise, c'est important. D'accord. La deuxième ça va être donc de coller sur une lamelle de verre notre collecteur de courant, donc par exemple d'aluminium, et de pilonner les poudres, ajouter un solvant aux poudres afin qu'elles soient liquides, et on va déposer avec un Dr Blade, donc quelque chose qui va nous permettre d'avoir une couche homogène, notre mélange sur le collecteur de courant. Ensuite on va mettre ça à sécher. On va le récupérer quand c'est sec, on va le découper pour lui donner la forme que l'on veut, le design que l'on veut. Et ensuite, on va, dès que c'est découpé, on va le ramener et ajouter l'électrolyte, donc qui fera office de conducteur ionique entre les deux électrodes. Donc ensuite, une fois que je l'ai posé, je laisse sécher l'électrolyte. Et une fois que l'électrolyte est sec, donc je prends les deux électrodes et je les assemble tel un sandwich pour constituer la microbatterie que je vais par la suite tester sur le cycleur de batterie, donc charge-décharge, et je vérifie la capacité, la tension et le courant. Ok, puis c'est assez clair, donc on va aller faire de la cuisine, c'est ça? C'est exactement ça, c'est un peu ça. On y va. Et on va partir la cycler donc, sur le cycleur de batterie qui est ici. Donc c'est un appareil qui va charger et décharger la batterie et qui va nous donner les courbes caractéristiques de la batterie, et on va pouvoir voir sa capacité. Donc si la batterie est stable, si elle ne perd pas trop de capacité, et donc elle est bien utilisable. Et on va voir aussi si elle correspond bien à nos attentes en termes de courant et de tension. Eh bien écoutez, je trouve que cette vidéo était absolument délicieuse. Le présentateur est hors pair. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de filmer toutes les étapes du process de fabrication d'une microbatterie, mais il faudra retourner faire un tour dans cette salle blanche. Oui, alors moi j'ai vu que la téléportation c'est pas encore totalement au point, mais que les outils numériques permettent de dépasser les limites encore imposées à la matière. Maintenant, je vous propose de repartir à Saint-Étienne, où il me semble que Raphaël et Arthur ont poussé les portes du Centre Ingénierie Santé, basé sur le site du CHU. Bonjour, bienvenue au Centre Ingénierie et Santé, donc le CIS, un des centres de recherche de l'École des Mines de Saint-Étienne. Donc, je m'appelle Lara Leclerc, je suis ingénieure de recherche, biologiste de formation, et je vous présente mes collègues, donc Yoann Montigo, qui est doctorant, et Émilie Bonche, alternante en biologie. Bonjour. Et donc ici, donc, vous êtes dans une salle d'expérience du département Biopi, donc biomatériaux et particules inhalées, qui est un des départements du Centre Ingénierie et Santé. Et donc ici, l'objectif de nos travaux, c'est de comprendre et d'optimiser le dépôt de médicaments dans les poumons de personnes malades. Et donc les moyens que nous avons à notre disposition, donc, ce sont des nébuliseurs, donc un dispositif de ce type qui produit, comme vous pouvez peut-être le voir, donc, un aérosol. Des modèles donc stéréolithographiés, donc des répliques anatomiques des voies aériennes supérieures. Donc vous avez ici un modèle de tête, en fait, dans lequel on peut faire l'aérosol. Et puis donc un modèle de poumon de porc qu'on met en place ici, donc qu'on récupère aux abattoirs et qu'on va rendre malade, en fait. Donc aujourd'hui, c'est une journée très particulière puisqu'on va faire une grosse expérience sur ces poumons qu'on a récupérés aux abattoirs. Donc la première étape se passe ici. Donc vous avez une préparation des poumons, donc avec dissection et suture, puisque quand on récupère les poumons aux abattoirs, ils ne sont jamais complètement nickel. Donc il y a toujours des petites plaies à suturer et puis enlever les structures dont on n'a pas besoin. La deuxième étape, donc c'est une étape de nettoyage des poumons, donc va vous présenter Yoann juste après. Et puis la journée se terminera ce soir donc, dans le service de médecine nucléaire, où on va rendre le modèle malade et ensuite faire l'aérosol et réaliser les images et l'analyse de cet aérosol dans ce modèle de poumon. Donc voilà. Donc Yoann, on va peut-être recruter le poumon maintenant. C'est ça. Puis tu vas attaquer la fibroscopie. Je te laisse faire du coup. Allez. Tu me dis top. Top. Donc là, c'est l'étape de nettoyage du poumon. Ça se passe presque comme chez un patient, chez quelqu'un de malade. Avec mon tube avec une caméra au bout.
je vais pouvoir aller vérifier l'intérieur du poumon. Le but ici, c'est d'avoir le poumon qui soit le plus propre possible pour que quand je mime la maladie, ce soit moi qui décide où la maladie est et pas que ce soit des restes des abattoirs qui viennent parasiter l'expérience. C'est un petit peu comme un jeu vidéo et il faut réussir à naviguer dans chaque partie du poumon pour venir nettoyer. Sur mon appareil, j'ai une petite gâchette. Quand j'appuie dessus, en fait, ça me permet d'aspirer ce qui se trouve face à ma caméra. Et comme ça, je peux aller nettoyer chaque zone. Ce qui est intéressant avec notre modèle, et je vais vous en faire un exemple, c'est que quand je suis dans un conduit et que j'aspire, on voit le poumon qui se dégonfle au même endroit. Alors, dans nos expériences, on utilise du poumon de porc, parce que le porc, c'est l'animal qui a les poumons qui sont les plus proches de l'être humain, en termes de forme, mais en termes de leur constitution à l'intérieur. Et nous, ça nous permet d'avoir un support facilement accessible, parce que le porc, on en consomme des milliers de tonnes chaque jour en France, et on a la chance, à Saint-Étienne, d'avoir des abattoirs pas loin du laboratoire. Ce qui nous permet, nous, de récupérer des poumons qui sont frais et qu'on peut ensuite travailler de la manière la plus facile possible. Donc là, j'ai fait toute la partie droite du poumon et je vais aller faire la partie gauche. Donc on voit qu'il y a de la mousse. La mousse, c'est le mucus, la morve qui est à l'intérieur du poumon, qui, quand elle va se dégrader, fait des bulles. Et on a aussi, du coup, un peu de sang et un peu d'eau. Donc ce poumon-là est quasiment prêt. Je vais pouvoir arrêter ma pompe et ici je vais venir le recruter une dernière fois. Le recruter, c'est-à-dire le faire se gonfler pour vérifier que toutes les zones du poumon se gonflent bien. Et c'est bon. Maintenant on va le mettre au frais jusqu'à cet après-midi pour les manips en médecine nucléaire. C'est l'après-midi, quelques heures ont passé, on est maintenant dans le service de médecine nucléaire du CHU de Saint-Étienne. Je suis donc Yoann Montigo, vous m'avez déjà vu ce matin, c'est moi qui faisais un peu le nettoyage dans les poumons. Je suis doctorant en dernière année et je suis aussi pharmacien. Et cet après-midi, je vais travailler avec Sophie Périnel, qui est médecin en réanimation, si tu peux dire un petit bonjour Sophie. Et avec Nathalie Prévost, qui est la chef de service de médecine nucléaire et qui est là dans la bulle plombée du service de médecine nucléaire en train de tout préparer pour les manips de cet après-midi. Donc vous avez vu que ce matin on avait préparé les poumons pour des manips, pour des expériences en médecine nucléaire, pour étudier le dépôt des aérosols dans les poumons. Et là vous avez tout le système qui est monté. Donc, vous avez l'enceinte étanche, une sonde d'intubation parce que cet après-midi on est en train de mimer ce qui se passe en réanimation, en médecine de réanimation, branché sur un respirateur médical.
qui est connecté au gaz Epigo. Et on va mettre l'aérosol là où vous voyez le bouchon bleu sur le circuit et on va étudier les dépôts. Ça fait partie tout un protocole d'expérience qu'on a mis en place pour étudier différents modes de ventilation, différents modes de faire respirer le poumon et différents endroits pour mettre l'aérosol. Ouh, un peu sanglant, dès 8h du mat, vous trouvez pas? Bon, en fait, ces recherches, elles sont passionnantes et c'était un plaisir de pouvoir s'immerger pendant toute une journée au sein de ce labo et de les suivre dans cette manip et puis découvrir aussi des liens assez étroits qu'ils ont avec le CHU de Saint-Étienne. Et ben voilà, je pense qu'avec cette dernière vidéo, on a terminé le tour de mine Saint-Étienne en 60 minutes, il me semble. Donc on espère que, comme nous, vous avez adoré découvrir les centres de recherche, les recherches qui sont conduites par tous ces chercheurs et chercheuses qui travaillent avec leurs équipes pour pousser toujours plus loin la connaissance et les applications de tous ces sujets. À Ouren, en fait, j'apprends là que c'est Maud qui m'appelle. A priori, on était en direct. Quoi? On est en direct depuis le début? Ouais, j'espère que... Merci. J'espère que tu vas faire plaisir. C'est notre spontanéité légendaire. Oui, bah ça c'est les aléas du direct, hein, donc je pense qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Donc je pense qu'on peut garder comme ça. Et puis on dit merci à tout le monde de nous avoir suivis. Puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc à la soucoupe, à Explora, mais aussi à Gardanne. Ciao!